tous, et merci d'être venus pour cette nouvelle première d'avant-midi en présentiel, après un an et demi d'absence, on va dire, en présentiel en tout cas. Je m'appelle Pierre-Maël Adezo, moi je suis chargé d'études à l'agence d'urbanisme de la région mulhousienne. Voici Cécile Califano-Bach, qui est aussi chargée d'études à l'agence de la région mulhousienne, pardon. Et on va vous présenter aujourd'hui une sorte de panorama de projets urbains et paysagers qu'on a fait dans le sud d'Alsace. Oui, une chose que je dois vous dire, donc la présentation est filmée, mais c'est nous qui sommes filmés, donc il n'y a pas de souci de droit, de choses comme ça, si ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est une petite captation pour pouvoir aussi diffuser ça plus largement. Alors, pour commencer, pourquoi on a voulu... vous m'entendez bien? Je ne sais pas si c'est l'impression que le micro est... voilà, alors nous, on a voulu vous présenter aussi des projets parce que on estime qu'il y a beaucoup d'enjeux nouveaux sur l'aménagement auxquels il s'agit de répondre, et que les projets ont une bonne utilité pour répondre de manière assez concrète. Donc là, je cite quelques enjeux qui sont nécessaires à prendre en compte actuellement. Donc le changement climatique, avec ces risques en particulier chez nous d'inondation ou de sécheresse. L'objectif ZAN, donc c'est zéro artificialisation nette, c'est le fait d'arrêter d'étendre les villes et villages, mais le corollaire, ça veut dire aussi densifier. Donc comment on le fait de manière correcte, comment on le fait accepter aussi. Le Covid, naturellement, qui a poussé aussi à des désirs plus de désirs ou à accélérer certaines tendances de volonté de proximité, aussi de rapport à la nature, mais aussi de lien avec les nouvelles technologies. Là, une certaine baisse de légitimité politique aussi, qui, elle, questionne la manière de faire ensemble un projet. Voilà. Tout simplement le fait qu'il y ait de plus en plus d'appels à projets. On a Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie, enfin plein de choses qui sont, notamment par ce gouvernement, assez lancées dans cette optique-là. Et bien sûr, encore la dynamique vers l'intercommunalité, notamment dans l'urbanisme, où là, c'est aussi le projet un outil pour parler sur un plan, sur quelque chose d'un peu dessiné, avec une myriade d'acteurs. Pourquoi un panorama aussi? Parce que pour montrer un peu tout ce que c'est faire l'agence autour d'un projet urbain. Un projet urbain, c'est pas juste le dessin, mais c'est aussi des choses autour, des compétences qu'on peut solliciter au sein de l'agence pour le Sud-Alsace. Donc ça va des mobilités, études de programmation, stratégie territoriale, penser au cadre opérationnel, comment faire le projet après coup, et de l'animation naturellement. Alors pour commencer, je vais passer la parole à Cécile, qui va présenter une série de projets. Merci Pierre-Maël. Donc je prends le relais sur effectivement le fait qu'on peut accompagner les communes dans différents domaines de l'entrée à l'urbanisme. Pierre-Maël a parlé de certains sujets et c'est vrai que récemment on a travaillé par exemple sur le logement des seniors, les centres sociaux, les équipements scolaires. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu vraiment sur les projets d'aménagement d'espace public. Et on va commencer par le territoire de M2A. On a quelques exemples, un petit panel à vous présenter. Je vais enlever les masques, ça sera plus agréable. L'idée c'était d'en avoir un chacun, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a 4 projets relativement récemment terminés, donc à Galfing, Silisheim, Riedisheim et Battenheim. Et puis on en a en cours actuellement, je vais pas parler de ceux qui sont en cours, mais on travaille actuellement à Wittelsheim, également à Riedisheim sur une continuation du travail sur les circulations douces et la nature en ville, et puis également à Niffer, un peu sur ces thématiques aussi, dans un autre contexte bien sûr. Alors j'apporterai aussi une petite précision, c'est que vous allez voir des schémas de principe, mais aussi des illustrations, des croquis, des esquisses qui donnent à penser que les propositions qu'on fait sont déjà bien avancées,
sont déjà presque de l'ordre de la réalisation. Ce n'est pas le cas. Si on fait des illustrations, c'est aussi pour permettre aux interlocuteurs, aux élus, aux habitants, de pouvoir se projeter dans un aménagement futur. Mais l'idée, c'est que nous, on intervienne en amont, donc de la programmation à l'esquisse, en effet, mais qu'on ne va pas se substituer à un bureau d'études techniques. Effectivement, où nous, nos propositions, elles appellent à un travail complémentaire, des études techniques complémentaires pour ensuite continuer vers le projet, la concrétisation et la réalisation du projet. Donc on va commencer par un exemple à Galfing. Donc ça, c'est une mission que Christelle Barlier, architecte à l'agence, sur laquelle elle a travaillé en 2018. Donc il s'agissait de définir un programme d'aménagement et de construction, également un conseil sur les outils fonciers permettant de développer le terrain communal qui se trouve en plein centre-village, donc très bien situé. Et donc, en parallèle de ça, il y avait également un questionnement sur les possibilités d'évolution de la mairie qui est actuellement trop exiguë. Donc il y a des scénarios d'extension, de restructuration du bâtiment existant, vous voyez illustré ici, qui ont été faites par Christelle, et ça a avéré que ces solutions n'étaient pas satisfaisantes. Et donc un peu ces deux questionnements se sont retrouvés en fait dans une solution proposée par l'agence en proposant un montage d'opération qui permet de financer la réalisation de la construction de la mairie, en fait, grâce à un système de cession de terrain à un opérateur, un promoteur privé, pour réaliser un programme de logement collectif, et plus la réalisation en dation d'une mairie, d'un petit parc public et d'un stationnement public. Donc cette solution a été retenue, elle a fonctionné. Donc Christelle a accompagné les élus tout au long du processus de réflexion en amont. Elle a également assuré le lien avec le document, le PLU, le document d'urbanisme, pour que cette esquisse soit traduite dans les orientations d'aménagement du document d'urbanisme de Galfing. Et bien aujourd'hui, le permis de construire pour la mairie et la résidence ont été accordés. Le promoteur a été trouvé, donc les permis ont été déposés pour la mairie et la résidence. Et si je ne me trompe pas, la commercialisation est en cours. Un deuxième exemple, donc vous verrez, chaque cas est vraiment particulier, hein, chaque projet, en fait, quand on a une demande d'une commune, on voit qu'il faut adapter un peu notre type de réponse aux besoins et aux spécificités de la commune. Donc là, sur Ibisheim, c'est encore une autre histoire. Donc les élus avaient à l'époque assisté à une matinale de l'agence d'urbanisme sur la participation des jeunes à la vie de l'urbanisme. Et donc les élus nous avaient à la suite sollicité pour qu'on les accompagne dans le projet de réaménagement, de sécurisation de la rue qui se trouve entre le collège Gambetta à Ibisheim et le COSEC. Donc l'idée c'était d'avoir effectivement une démarche participative, donc on était accompagnés pour ce faire par la commune, hein, les services de la commune et les élus bien sûr qui ont activement participé, et avec les collégiens bien sûr, mais aussi avec les enseignants, puisque l'idée c'était d'intégrer cette démarche au sein du programme. Donc par exemple il y avait dans les mathématiques des statistiques d'occupation des stationnements, en français des enquêtes auprès des riverains, ce qui a permis aussi aux collégiens de rencontrer les riverains. Enfin, voilà, ça permet aussi un échange entre personnes qui peut-être autrement ne se parlent pas tant que ça. Voilà, différentes choses comme ça dans les différents éléments du programme éducatif. Et à la fin de tout ce processus de diagnostic, il y a eu la réalisation en cours d'éducation artistique de maquettes par groupe de travail, donc quand nous avons accompagné, et de ces maquettes, de ces réflexions, de ces idées des collégiens sont ressorties un peu des grandes composantes de projet qui ont
il se retrouvait beaucoup sur 4 grands points. La réduction de la place de la voiture, la végétalisation, l'idée de pouvoir faire une grande fresque peinte à l'endroit où il y a de la traversée piétonne, le souhait d'un espace couvert où on peut s'asseoir à l'abri, etc. Donc à l'agence, effectivement, j'ai repris ces éléments et je les ai traduits en respectant leurs idées et leurs souhaits dans un plan d'aménagement, un peu en 2 phases, avec en vision à long terme un aménagement futur au moment où effectivement la programmation de l'évolution du COSEC, la création d'un nouveau parking aurait un peu mûri, et d'autre part, à plus court terme, puisque les élus souhaitaient que les collégiens, alors en 4e, puissent voir l'année suivante déjà les résultats concrets, la réalisation en fait de leurs idées, et prouver en fait que leur implication citoyenne a eu un impact direct et rapide sur leur cadre de vie. Et donc effectivement, vous voyez, ça a été réalisé dans l'année suivante, avec, grâce aux services techniques de la ville, un désasphaltage des trottoirs, la plantation de végétaux et la réalisation participative de la fresque au sol. À Battenheim, encore un autre cas, avec l'opportunité pour la commune de réaménager en fait en cœur de bourg un grand espace situé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici l'ancienne école, dont les bâtiments et l'espace a été libéré par la réalisation d'un nouveau pôle scolaire qui se trouve donc à l'est, ici de l'autre côté de la rue, et la réaffectation possible de tout l'espace autour du presbytère. Et bien sûr, la position très stratégique dans le cœur historique de village, à l'endroit du carrefour central. Donc on a fait un diagnostic rapide, et là j'ai mis une image, vous voyez, en infrarouge. C'est parce qu'à cette époque, je faisais une étude sur la surchauffe urbaine dans M2A, et donc j'ai profité en fait d'aller sur place à Battenheim pour voir ce qu'il en était. Et ça illustre un peu que même en milieu périurbain, on peut avoir ce phénomène de surchauffe, même s'il est peut-être plus localisé, mais ça peut être un élément intéressant à prendre en compte dans un projet. Et ça montre aussi que finalement, ces interventions en commune, ces projets qu'on fait au contact sur un projet réel, disons, ça nous permet aussi d'appliquer tous les travaux qu'on fait, des travaux de conseils, des guides pratiques qu'on peut éditer par ailleurs sur différentes thématiques, sur le cyclable, les piétons, la nature en ville, etc., qui restent relativement généraux avec des principes. Eh bien, on peut ensuite les appliquer en commune lors de nos interventions. Donc ici, le projet en 3 parties. Un grand espace libéré ici avec la réutilisation du préau, un ancien bâtiment d'école qui est déjà en cours de réaffectation pour de nouveaux usages liés au paramédical, la création d'un grand plateau libre avec la plantation d'arbres de Auget à grand développement qui permettent aussi de signaler au moment de la traversée de la rue qu'on va traverser l'espace de centre-village, un peu le marquer de manière en volume et de cette manière-là par un mail arboré. Côté presbytère, eh bien, le programme étant moins avancé, le programme est encore un petit peu à réfléchir, donc les propositions de projet ont été moins avancées, on a plus travaillé sur la programmation, mais il y a quand même l'idée de créer un petit jardin à l'interface en fait entre l'église et le presbytère, voilà, avec quelques illustrations que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, le petit parking ici est en cours de réalisation puisqu'il fonctionne avec ce bâtiment-là. Voilà, aujourd'hui, c'est intéressant aussi de savoir que la commune a eu cette réflexion-là, ça lui a permis de se poser aussi d'autres questions sur notamment leur mairie, là aussi. Et du coup, actuellement, ils vont faire, la priorité, c'est d'étendre, de réaliser l'extension du bâtiment de la mairie. Donc, l'aménagement de cet espace se fera dans un deuxième temps. Voilà. Ensuite, Silisheim, alors là, à nouveau,
Une autre échelle de travail, ça a été réalisé cette année, du coup, on vient juste de terminer. Donc les élus de Zillisheim, en fait, ils ont souhaité continuer, enfin, avoir une réflexion globale sur le cadre de vie et le bien vivre sur leur commune. Ils avaient beaucoup d'idées, des questions sur un grand nombre de sites. Donc pour répondre à ça, en fait, j'ai proposé de réaliser un plan guide. C'est une sorte de document de référence qui permet de proposer aussi bien de la programmation, du conseil, des liens vers d'autres acteurs qui pourraient les aider à avancer, et jusqu'à des esquisses de projets précis. Donc on a travaillé sur deux axes, donc les modes de déplacement doux, principalement le cyclable. Donc vous voyez un exemple ici avec un diagnostic un peu à grande échelle du réseau existant, la petite étoile pour montrer un des endroits avec des problèmes de continuité des itinéraires. Et puis à ce croisement, là indiqué par l'étoile, vous voyez, ensuite j'ai réalisé un zoom en fait avec des propositions de sécurisation des itinéraires cyclables et par ailleurs d'amélioration également de l'accompagnement paysager à ce même endroit avec des photomontages qui permettent de visualiser différents scénarios pour l'aide à la décision. Et toujours à Zillisheim, alors sur le cadre de vie, bon, même si les choses sont interdépendantes, sur le paysage, donc l'approche un peu à grande échelle avec les entrées de bourg, et ici, donc le plan que vous voyez ici, donc l'intégration par une sorte de création de plantations, de haies bocagères, en fait, un système de plans successifs de haies bocagères autour de la plaine sportive existante, et la réflexion sur les possibilités d'extension et de réorganisation de ces équipements sportifs. Voilà, et vous verrez que sur l'exemple de droite, j'ai également réalisé des zooms. Alors vous voyez ici sur la séquence un peu, si vous connaissez Zillisheim, entre la gare et l'église, qui est un peu une des portes d'entrée directe vers le centre-bourg. Et bien là, à nouveau des propositions, différents scénarios de solutions pour intégrer les circulations cyclables de manière sécurisée, mais aussi en fait des solutions de sécurisation des itinéraires piétons, puisqu'il y avait des interruptions assez gênantes de continuité de trottoir, et des solutions aussi par rapport à la convivialité aussi sur le parvis de l'église et la mise en valeur du petit square aux abords de l'église. Donc littéralement, là c'est un exemple qui permet de voir qu'on intervient à l'échelle finalement du grand territoire, mais jusqu'à la bordure de trottoir. Et on passe maintenant à un autre territoire, donc avec la ville de Guebwiller, avec laquelle, donc qui est membre de l'agence, et avec laquelle on a collaboré déjà depuis 2015, par une série d'études et d'accompagnements qui se sont poursuivis. Donc en commençant 2015 avec l'étude sur la friche Cartorin en centre-ville, également à Europan, donc l'accompagnement par Christelle Barrier d'un concours sur de jeunes professionnels en fait, l'accompagnement de la ville par rapport au choix des équipes et des projets. Et moi-même j'ai travaillé sur un projet lié à la ville douce et verte. Donc je vais vous en parler, et puis ensuite Pierre Marel continuera sur les deux derniers projets. Donc Guebwiller, avec son patrimoine bâti et paysager quand même assez remarquable, nous avait demandé de travailler sur la trame verte et notamment ces espaces verts du cœur de bourg. Alors, on a procédé en fait à un recensement de ces espaces, à leur caractérisation, et on a également évalué leur accessibilité. C'est quelque chose qu'on avait fait aussi sur M2A, et du coup Guebwiller avait souhaité qu'on fasse le même travail. Donc vous voyez aussi ici la carte qui montre en fait les zones de desserte, les aires de desserte des espaces verts existants sur la commune, avec à la suite effectivement des propositions d'amélioration de cette accessibilité dans les travaux qu'on a réalisés pour eux. On a aussi
ça a permis de préparer aussi une sorte de recensement de typologie des espaces verts qui a préparé un peu, il souhaitait développer la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts. Donc ça a aussi servi à ça. Et le deuxième volet en fait du travail que j'ai réalisé à Guebwiller, c'était effectivement un peu la mise en œuvre concrète de ces, la mise en œuvre plus opérationnelle entre guillemets de cette première approche, en fait proposant des esquisses d'aménagement sur différents lieux emblématiques, parcs, petites places, etc. Nouveaux quartiers d'habitation. Vous voyez sur la droite, effectivement, avant-après, des propositions d'aménagement pour la place Lecoq, donc c'est une petite place de quartier, avec effectivement l'école dont l'usage changeait, et dont le diagnostic quant aux usages piétons et au cheminement montrait qu'effectivement la forme actuelle ne répondait pas aux besoins. Ceci dit, l'idée c'était de garder quand même l'ordonnancement de la place qui est assez particulier, et donc dans le respect du patrimoine, d'arriver à trouver de nouvelles solutions d'aménagement. Donc c'est ce qui a été fait ici, puis sur de nombreux autres sites. Et finalement, le fait de travailler sur ces différents focus, ça nous a amené à proposer une sorte de schéma directeur des espaces verts, au final, que vous voyez sur la gauche, avec une idée de mise en réseau, en tout cas de prise en compte de ces différents espaces comme étant des espaces complémentaires, la réflexion quant aux connexions directes entre les différents usages, les différentes fonctions aussi qui se trouvent dans le centre-ville, et puis tout le réseau fin, le maillage piéton fin à Guebwiller qui a un potentiel aussi de développement, donc le maillage piéton entre tous ces espaces existants et des propositions de compléments. Voilà, donc c'est les premières étapes de travail sur Guebwiller, et Pierre Maël a continué l'émission. Alors, sur Guebwiller, encore près de deux petites missions. Alors, une première, c'était l'accompagnement d'Action Cœur de Ville. Donc, Action Cœur de Ville, pour rappeler, c'est un programme national c'est un appel à projet national qui a été lancé en 2018, si je ne m'abuse, pour revitaliser les centres de villes moyennes. Voilà. Dans le Rhin, il y avait Guebwiller et il y avait Colmar aussi également. Et sur Guebwiller, donc cet appel à projet, il s'agit c'est surtout créer un dossier pour mobiliser, donc un projet en fait, pour mobiliser les financements existants à des partenaires, donc nationaux, des locaux aussi. Et pour ce faire, on nous a missionné pour élaborer la stratégie de revitalisation. Donc il s'agissait surtout de récolter les projets déjà en cours, c'était un peu une stratégie par le bas, disons. C'est souvent comme ça, on a une liste de projets, mais on n'a pas forcément de stratégie. Donc là, il s'agissait de partir de ça, d'ajouter le côté diagnostic général, donc l'habitat, le commerce, etc. Il y avait des études encore parallèles par des bureaux d'études spécialisés en commerce et en mobilité notamment. Donc il s'agissait de synthétiser ça. Pour ça, les cartes étaient aussi assez parlantes, selon 5 axes prédéfinis par le programme qui sont le commerce naturellement, l'habitat, le cadre de vie, les équipements, les gens de bien, la mobilité bien sûr. Voilà. Donc ça c'est un exemple alors c'est une réflexion évidemment à l'échelle du pôle urbain, enfin de l'agglomération même, parce qu'aujourd'hui on peut difficilement penser une ville-centre, une ville moyenne encore plus, sans penser sa conurbation, son agglomération. Donc là c'était une synthèse des grands axes de projet sur le pôle urbain qui est Bulle, Isenheim, Guebwiller et Soultz, avec une partie des éléments cartographiques qu'on peut situer, localiser, et de l'autre côté des éléments plutôt d'action transversale, donc situés partout. Voilà. Et ensuite, par thème, on a refait la même chose, donc décliné de manière plus thématique. Là, je donne l'exemple de l'axe cadre de vie. Donc là, on parle
de la réhabilitation du patrimoine ancien, ça c'est les choses en rouge en général, la rénovation, l'amélioration des espaces paysagers, donc les éléments plutôt en vert, et en jaune, les éléments plutôt d'espace public en général, donc qui touchent à la mobilité, mais pas que, enfin plutôt à l'ambiance dans les espaces publics, avec toujours ce principe voilà, de cartographie, de se situer, et d'expliquer des grandes actions. Donc aujourd'hui, Guebwiller a déposé son dossier, c'était fin 2019, si je ne dis pas de bêtises, non 2020, voilà 2020, et commence à mettre en œuvre certaines choses, donc notamment ce qu'on appelle une opération de revitalisation du territoire, donc c'est un périmètre sur lequel s'appliquent certaines dispositions fiscales, notamment de Normandie dans l'ancien, si je ne dis pas de bêtises, pour faciliter la rénovation, la réadaptation du patrimoine. Dans cette continuité, on a eu une mission complémentaire assez rapide de ce qu'on appelle le benchmarking, enfin de comparaison un peu de bonnes pratiques pour ce qu'ils appelaient théâtraliser le centre-ville. Alors ça, c'est sorti justement de cette stratégie et des études spécifiques, notamment la mobilité et du commerce. Alors théâtraliser le centre-ville, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a déjà défini ce que ça voulait dire. Il s'agit de parler d'actions sur la mobilité, entrée en ville, comment on y rentre, donc les déplacements, le stationnement. Ça, c'est plutôt les exemples à droite sur la mobilité. Des actions sur le cadre de vie, donc quelle ambiance on a en ville, qu'est-ce qu'on ressent, comment l'expérience sensible, on va dire, en vert, en haut à gauche. Et pour finir, tout ce qui fait un peu le lien, l'animation, le pourquoi on y va, parce qu'il se passe des choses dans la ville. Voilà, donc ça, autour d'un schéma voilà, au milieu d'organisation, possible réorganisation des déplacements, de l'entrée en ville, les axes de contournement, où est-ce qu'on se gare pour marcher dans le centre-ville et profiter de centre-ville, une déclinaison de plusieurs exemples, et là c'était la page de synthèse, on va dire, pour initier ce qu'on a proposé, c'était plutôt sur cette base, qui discute avec les services, qui s'en servent comme base de discussion interservices, donc toujours la notion de projet pour animer le territoire, et avec ça, avec ce travail interne, faire un cahier des charges pour une mission de maîtrise d'œuvre plus classique de réaménagement des espaces publics du centre-ville. Pour finir sur deux projets aussi en dehors de M2A, c'est à Masevaux. Masevaux, c'est la commune centre de la communauté de communes de la vallée de la Belaire et du Sousbach. Et là aussi, on a eu plusieurs qui sont aussi partenaires de l'agence. Et là aussi, on a eu plusieurs travaux, notamment d'accompagnement de leur PLU, ou une étude sur les mobilités dans ces espaces plus ruraux. Donc ça à l'échelle de l'intercommunalité. Et deux cas d'école de projets urbains dans une centralité. C'est le développement d'une dent creuse, donc ça c'est l'île au Bailly. Donc là on est sur le centre ancien de Masevaux. Donc comment on va le développer, et la préfiguration du réaménagement de la place des Alliés. La place des Alliés, c'est la place centrale de la ville, on le voit bien vu sa taille par rapport au reste, et c'est là aussi où le noyau initial de la ville s'est développé autour de la ville. Donc, pour l'île au Bailly, on a eu trois choses assez classiquement dans un projet urbain. D'abord, une synthèse juste pour illustrer notre travail de programmation. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que la ville avait un foncier qu'elle disposait, et elle ne savait pas forcément qu'est-ce qu'il fallait lui en faire. C'est une sorte d'étude de marché, si on veut, pour voir quel type d'habitat. Est-ce que c'est surtout de l'habitat? Donc là, en l'occurrence, c'était surtout de l'habitat, plutôt tendre vers l'habitat individuel groupé, parce que c'est plutôt l'individuel qui est recherché. Et là, on a une opportunité en plein centre-ville, en plus de bénéficier des aménités du centre-ville pour chercher ça, mais aussi du collectif en extension dans l'ancien, parce que ça aussi, c'est recherché pour les premiers accédants, des gens qui rentrent, qui ont leur premier appartement, des jeunes couples ou des gens seuls. Et aussi un tout petit peu de continuer le linéaire de commerce sur la rue qui longe un des sites,
même si ça c'était à prendre un peu avec humilité. Et la partie touristique qui avait été discutée de la mettre un peu de côté parce qu'il aurait fallu un projet en soi sur tout ça. Alors après on débouche sur plusieurs scénarios, on propose plusieurs scénarios de remplissage de cette dent creuse, de développement de cette dent creuse. Là j'ai présenté on va dire le scénario préférentiel, là aussi c'est à prendre, ça ne sera clairement pas fait tel quel, c'est des choses qu'on propose, on part là-dessus pour après pouvoir proposer un cadre opérationnel adapté. Donc, comment ce qu'on conseille d'utiliser comme outil pour aménager. Là en plus la ville a le foncier, enfin quasiment toutes les parcelles, donc ça c'est un avantage. Là on a une petite exposition en peigne, avec en haut l'axe d'entrée et la voie d'entrée avec du stationnement concentré à cet endroit sur les arrières de bâtiments et une implantation bâtie donc à gauche plutôt d'individuels en bande, de logements en bande autour de jardins et d'une cour qui permet aussi d'accéder aux petites ruelles dans le cœur d'îlot et des extensions maîtrisées des bâtiments existants sur la droite, plutôt dans du collectif, voilà, et avec une insertion et une petite mise en ambiance pour discuter, pour se projeter au niveau de la ville. Deuxième et dernier sujet sur Masevaux, c'était l'aménagement de la place des Jeunes. Donc là aussi, on a essayé de faire d'une manière un peu atypique, c'est-à-dire de faire un diagnostic des usages sur toute cette place, parce qu'il s'agissait d'avoir, on estimait qu'il fallait rester assez humble par rapport à ça, parce que c'est souvent en voulant, voilà, c'est un sujet très important, c'est la place centrale de la ville, qui a au moins 3 vies très importantes entre la semaine, le parking, c'est surtout un vaste parking autour de commerce, mais aussi d'équipements comme la mairie, l'intercommunalité, l'office du tourisme, etc. Une fois par semaine, on piétonise tout et tout le monde se garde dans les stationnements alentours pour le marché. Et une fois par mois, dans la belle saison, on a un marché paysan, mais ça serait la même disposition pour les grands événements, mémoriels, festifs, etc. Donc l'idée c'était là en jaune et en violet. Donc en jaune c'était les flux voitures. Donc ça c'était analysé sur place avec un canevas assez inspiré de travaux d'Ianier, un architecte urbaniste danois, qui sur les usages, donc voir comment on traverse, quelle densité de flux. Je ne l'ai pas mis là, mais il y avait aussi un travail plus fin sur les usages proprement dit. Donc où est-ce que les gens marchent, surtout est-ce qu'ils s'arrêtent sur cette place, qu'est-ce qu'ils y font, où est-ce qu'on s'arrête, où sont les micro-espaces de vie. Tout ça pour bien ressentir les choses et pour que nos propositions soient les plus adaptées, ne bouleversent, ne fassent pas table rase de ce qui se fait déjà, mais qui s'en inspire et qui développe, qui améliore, qui donne ce qui existe déjà. Parce que quand on voit là, on voit très distinctement qu'au final, il y a 2 places. Il y a une place à gauche où on traverse, c'est un carrefour, c'est le carrefour initial de la ville. Voilà, donc il s'agit de le pacifier. Et une place à droite, où là, on a aujourd'hui que du stationnement, mais c'est là où on a vraiment du potentiel de piétonisation assez facile. Donc là, pareil que pour l'île aux Baillies, des propositions de scénario d'aménagement. Ici à gauche, celui qui a été le préféré, avec, voilà, toujours sur la gauche du plan, voilà, une simplification vraiment très nette du déplacement pour dégager la plus grande place possible piétonne, mais avec un certain compromis, parce qu'on a des accès notamment à la cour du chapitre au sud, avec beaucoup de logements, d'avoir une petite desserte avec des déposes minutes plutôt que du stationnement longue durée, pour garder cette ampleur sur la place. Là aussi, nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre architectes urbanistes irréalisants, donc nous on était sur quelque chose de similaire avec design, sans pour le moment le côté concertation citoyenne, de préfiguration. Donc là on a proposé à droite, avec un petit code couleur simple, qu'est-ce qu'on peut faire avec la place actuelle. C'est une vaste étendue de bitume, donc on peut peindre au sol en rouge, préfigurer les zones de déplacement, mettre du mobilier temporaire, enfin, on peut être mobile pour tester des configurations, donc ça c'est en
demain, donc c'est comme Action Cœur de Ville, mais pour des petites villes. Donc c'est très probable, donc c'est un peu entre deux eaux, ça fait à peine un an qu'ils sont dedans, et voilà, donc il y a aussi une nouvelle municipalité, donc elle se cherche encore un petit peu, mais nous, notre proposition par rapport à ça, c'était clairement d'utiliser ça pour pouvoir après, pareil que pour d'autres endroits, faire un cahier des charges où il y a une phase de concertation in situ avec les gens autour de cet aménagement temporaire, ce qui permet après de peaufiner les choses avant que le rase tout en face. Pour conclure, je voulais juste ouvrir peut-être des discussions aussi sur à quoi sert le projet pour l'échelle aussi intercommunale ou des grands territoires. Voilà, là j'ai décliné d'autres modèles comme le projet étudiant, ou ce que fait souvent la FNO, c'est la Fédération des agences d'urbanisme, c'est un club, un projet urbain qui va sur place et qui peut une fois par an, dans un territoire, en peu de temps, proposer des choses, une stratégie, et aussi ce travail d'animation autour de ces plans, de ces projets pour faire avancer les choses sur quelque chose de palpable, en tout cas d'illustré, et pas juste rester dans le monde des idées. Voilà, j'espère qu'on a compris. J'ai ouvert aux questions. Je ne sais pas ce que je fais avec le micro, je le fais passer, plutôt et on reste là. Est-ce qu'on peut, si vous voulez bien essayer de parler fort pour qu'on ne fasse pas circuler le micro pour éviter les échanges. Oui. Donc si vous avez des questions, des demandes de précision, n'hésitez pas. Vous vous présentez peut-être juste avant. Rachid Daranda de Reddesign. J'ai une question concernant les dents creuses. Donc le projet Amasco, j'ai vu que vous combliez les dents creuses des maisons, des bâtis. Alors nous, à Reddesign, on fait tout le contraire. Donc, dès qu'on a une dent creuse, on met des arbres. On essaye de les mettre si on peut et on essaye d'éviter que le promoteur prenne la main sur la dent creuse. Alors, sachant qu'on est... Est-ce qu'on est... En remplissant les dents creuses, vous répondez au Grenelle de l'environnement il y a X années. Aujourd'hui, on veut végétaliser un maximum. Alors, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en contradiction? On a touché un point vraiment important parce que j'en parlais justement dans l'introduction sur ces enjeux d'aménagement. Vous touchez à ce point extrêmement important des volontés de plus artificialiser, donc de végétaliser plutôt, mais en même temps de plus artificialiser, alors que au minimum les gens vivent dans des espaces, enfin, ce qu'on appelle le desserrement des ménages, donc les ménages ont besoin de plus d'espace, voilà, et donc ils ont besoin de nouveaux logements. Même si on ne croit pas, souvent on a besoin de nouveaux logements ou au minimum de logements plus adaptés. C'est-à-dire que dans l'ancien, surtout historique, du Haguet-Villers aussi, ou dans les centralités, c'est souvent ça, on ne peut plus y vivre parce que ce n'est pas adapté pour les seniors, pour tout le monde, pas de jardin, etc. Donc je dirais qu'il n'y a pas de... c'est une solution cas par cas. Souvent à Mulhouse, pour prendre Mulhouse, j'ai l'impression que là-bas, quand c'est surbâti, des fois c'est la question du curtage qui est importante. C'est-à-dire que Haguet-Villers aussi, c'est-à-dire que le problème c'est peut-être l'absence d'espace vert pour être attractif finalement dans les cœurs d'îlots. Donc ça ne répond pas à la question de la dent creuse. Ici c'est vrai qu'on avait quand même, enfin c'est plus qu'une parcelle toute seule. Il faut imaginer quand même c'est une quinzaine de parcelles. Aujourd'hui c'est utilisé comme parking en fait. Donc voilà, donc il y a un petit peu de jardin, mais voilà. Il y a aussi une partie qui était voilà, qui est un peu vidée aussi. Là, il y a une supérette avec des annexes, donc ça serait aussi d'élargir un peu. Bon, c'est vraiment, comme il dit, c'est du cas par cas. Masgo, il y a la capacité, il y a cet intérêt-là. Ils ont cette attractivité-là qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de vivre dans ce centre-ville. Nous, on cherche à trouver le meilleur équilibre entre ces deux volontés-là, de développer, de conserver ne serait-ce que des gens qui habitent en ville, en fait, et de garder le plus de végétalisation possible. Mais c'est sûr que je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Et dans le projet proposé ici, finalement, tu as trouvé un équilibre aussi entre des espaces verts privatifs, des espaces verts plus partagés,
une traversée piétonne qui permet aussi d'avoir un cadre de vie assez agréable et de pouvoir profiter en fait de ces espaces. Il y a à végétaliser, mais aussi, en termes de la qualité des espaces paysagers, c'est aussi pouvoir en profiter là de cette action d'aménagement, au lieu de sortir d'un jardin abandonné, inaccessible, on rend accessible aussi des éléments comme la petite ruelle ici, vous avez une ruelle ici actuellement qui est publique en termes de propriété, mais qui a été privatisée. Il y a quelqu'un qui a mis un portillon là. Quand vous aménagez et vous puretez un peu, parce qu'on a une grange, il y a des choses qu'on enlève, pas l'avant-après, là, on peut aussi accéder à d'autres endroits auxquels on n'avait pas accès avant, notamment aussi à aménager des cours. Par exemple ici, là, vous imaginez aujourd'hui il y a une grange qui va jusque-là, et là aussi on a un élément, donc là c'est pureter un peu l'ancien, pour pouvoir accéder, avoir verdir aussi une cour qui est aujourd'hui très minérale. Donc ça c'est un apport. Et en contrepartie, bon, voilà, il y a aussi un développement. Maintenant, vous voyez bien, ce qui prend le plus de place, là, c'est souvent la voiture. Donc, là aussi, on revient à ces ajustements importants. À Maslow, on n'aura pas de transport en commun de grande capacité qui va pouvoir compenser le fait, donner une alternative crédible à la voiture. Donc, à Riedisheim, on est loin de Toulouse, c'est un peu différent quand même. Déjà. On peut peut-être, on a d'autres leviers aussi pour cet espace. Compléter peut-être sur la question de Brigitte, puisque comme l'agence accompagne aussi sur le PLU de la c'est que l'équilibre, il est à trouver. L'agence accompagne aussi la Comcom sur le PLU en cours de réalisation. Et l'équilibre, il est à trouver à l'échelle de la parcelle, à l'échelle aussi de la commune, voire là de l'intercommunalité. Et sur la question de l'artificialisation des sols, quand on est dans l'exercice du PLUI, la ville de Maslow avait des zones d'extension aussi importantes en périphérie, y compris sur les espaces un peu plus de coteaux, sur les espaces sensibles au niveau paysager, des vergers, des parties où il y a du ruissellement, des choses comme ça, comme c'était le cas à Riedisheim. Et donc finalement, pour essayer de limiter les extensions, ça veut aussi dire qu'il faut pouvoir mettre à profit ce type de terrain pour offrir le nombre de logements en limitant aussi la consommation d'espace naturel agricole. Et donc les questions se jouent aussi dans le PLU en essayant de se dire, même si on doit densifier, on peut travailler sur des coefficients de biotope pour imposer que lors des aménagements, comme ça fait Pierre-Maël, on garantisse qu'il y a un certain nombre quand même d'espaces verts pour gérer la question d'un cadre de vie intéressant pour ses habitants, sur la question des îlots de chaleur. La programmation proposée par Pierre-Maël de dire qu'il faut aussi de l'habitat individuel, mais on va le faire en intermédiaire pour être plus dense et laisser de la place aux espaces verts. C'est une manière de pouvoir offrir une offre de logement alternative à ceux qui voudraient faire des maisons individuelles sur les espaces de verger périphériques, pour leur dire que vous pouvez aussi intégrer une maison individuelle sans être en périphérie et menacer un espace agricole ou naturel. Moi, effectivement, je rejoins un peu les propos de Christophe. C'est pas paradoxal ou contradictoire finalement de végétaliser des espaces constructibles, ou en tout cas dans la ville ou dans le village. Et je fais le lien avec les diapos d'avant et l'expérience qu'on a dans notre commune. Finalement, dans les villages, même dans les villages, on recherche au centre. Tous les projets, là, l'objectif c'était d'arriver à créer des lieux centraux pour que les gens se retrouvent. Et ça, c'est fondamental. Et ça ne changera jamais. On peut construire tout ce qu'on veut comme équipement à l'extérieur du village. Finalement, les habitants qui sont en ville ou dans un village, ils veulent se retrouver dans des endroits communs. Et ça, on ne doit pas le négliger. Vous parlez des usages par rapport au projet de Maslow, je crois. Et ça, c'est vrai, il y a des chemins de vaches comme ça, même dans les villages, où on voit ça dans les parcs après, dans les prés pour les chevaux, les vaches, elles passent à des endroits systématiquement pareils. Les humains, c'est pareil. C'est pas sûr pas. On a les mêmes attitudes. On n'a pas un point commun avec mais ça, on est obligé de le respecter parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué sur la nécessité d'avoir
centre, et forcément, il faut le végétaliser parce qu'on a aussi besoin de fraîcheur et d'ombre. Et je voudrais rajouter une chose par rapport à l'espace public et l'aménagement de l'espace public. Nous, on a remarqué qu'il faut faire attention par rapport aux équipements qu'on installe ou qu'on crée, que ce soit une place ou un service ou un bâtiment, parce qu'il faut faire attention aux applications qu'on peut en faire. Et je pense qu'il faut, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais il faut essayer, à mon avis, de concevoir des équipements qui soient assez polyvalents et qui laissent de la place à des usages qu'on ne connaît pas encore. Dans notre commune, on a créé un bar en face de la mairie, avec une scène, avec des espaces pour s'asseoir, des espaces ombragés, et on se rend compte que ce bar, on l'avait étudié pour qu'il soit vraiment à l'usage multiple, et c'est vraiment le cas. Et il y a des usages qu'on n'imaginait pas. Il y a des gens qui font des baptêmes, des entreprises qui font des remises de médailles. On a des groupes qui viennent 2 fois par jour manger dans l'espace public. Et on avait prévu des bancs, des tables, des poubelles, etc. Et il faut faire très attention à ça pour que génération après génération, l'équipement public ne soit pas abandonné parce qu'il a été trop restrictif dans son usage. C'est touché comme ce point des usages, c'est vraiment quelque chose auquel on croit aussi pour les raisons que vous avez évoquées. On a parlé à Rédissay, là ici à Mesgo, la préfiguration, c'était cette idée-là, de dire on a une attitude humble, c'est la place centrale, la place des alliés, le centre de commandement. Pardon, vous m'entendez pas ça? Oui, donc pour Maslow, c'était vraiment cet exemple-là de dire étape par étape, alors pas trop saucissonné évidemment, mais au minimum, le tester, vous pouvez le tester si vous avez une vaste étendue, vous fermez, vous avez vu que le jour du marché, ça marche, vous avez enlevé toutes les voitures, ça fonctionne, donc vous pouvez avec beaucoup plus de monde que d'habitude en plus, donc vous pouvez gérer ça. Maintenant, c'est sûr que là, revenez au problème, c'était oula, on enlève les places de station. Et là, dans le diagnostic d'usage, c'était pour ça que c'était important. On est allé 2 jours, 3 jours pour chaque temps, mais un jour où il y a de l'activité, un jour de semaine où il fait beau, il y a plus de monde. On va voir, on voit tout ce qui se passe. On voit surtout, on s'est rendu compte que cette place, il ne se passait rien en fait. Ces gens ne font que la traverser aujourd'hui. C'est une vaste étendue de bitume, donc je vous laisse imaginer le 20 juin ou le début juillet sur l'étendue de bitume. Mais par contre, dès qu'il y avait de l'activité, genre un marché, c'était vivant, c'était là où les gens se retrouvaient, etc. Donc la voiture, il fallait bien la mettre ailleurs. Ça tombe bien, il y avait 2-3 parties à côté, vides en même temps, sur 2 minutes à pied. Voilà, donc il fallait convaincre. C'est aussi l'étape par étape, une manière de convaincre, d'objectiver un peu les choses, et de dire voilà, vous avez ça aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est utilisé à 75%, le stationnement, vous pouvez déjà en enlever une partie, que ici et là ça ne marche pas, etc. Et si on fait comme ça, vous pouvez tester et voir si on ne s'est pas trop loupé, si ça va comme ça, et vous avez une base de cahier des charges quasi décidée, que là vous pouvez faire à quelqu'un qui puisse y réaliser. Oui, j'ajouterais quelque chose par rapport à la remarque de M. Engasser. Effectivement, c'est les communes qu'on a accompagnées un peu avant, un peu pendant, un peu après la crise sanitaire, mais ça nous a aussi permis de nous re-questionner sur l'enjeu que peut représenter un espace public ouvert, de pouvoir se rencontrer à l'extérieur. Là, on a pu voir l'importance que ça pouvait avoir. Hein. Et du coup, c'est vrai que sur Battenheim, par exemple, le préau, l'idée c'était de conserver le couvert, de le laisser complètement ouvert, qui puisse accueillir différents usages, informels ou plus organisés, et d'avoir en effet un espace couvert mais ouvert. Ça peut permettre aussi de mettre l'accent, mettre un peu le coup de projecteur sur une manière de se rencontrer, peut-être qui était plus courante il y a ça quelques décennies, mais dont on a peut-être retrouvé un petit peu la saveur. Et puis l'idée, c'est de pouvoir lui donner un peu une forme et que ça contribue au cadre de vie des cœurs de village. D'autres questions? Oui, c'est Philippe Wolff, agent urbain de Paris 5.
juste intervenir justement sur le conflit qu'on pourrait supposer entre la zéro artificialisation nette et puis la densification. Il ne faut pas se laisser imposer les choses, il faut mener les deux. La zéro artificialisation nette, on sait pourquoi on le fait, et la densification, nous on réfléchit pour durcir les règles, pour la rendre moins possible. Parce que si on maîtrise le foncier, on peut faire des choses intelligentes, mais aujourd'hui on subit des projets de promoteurs qui ne sont pas bons. On vend la partie arrière et on fait rentrer le chausse-pied à immeuble dans un endroit où il ne devrait pas être. Donc tout ça, il faut qu'on fasse, comme ça a été dit, au cas par cas. Il faut qu'on garde surtout si on veut lutter contre les îlots de chaleur, je veux dire, si on a déjà des surfaces qui ne sont pas artificialisées en ville, il faut tout faire pour les préserver avant de penser à désartificialiser le reste, parce que sinon c'est schizophrène. On désartificialise une cour d'école et puis on met du bitume partout ailleurs où il y avait de la végétation. Donc nous on réfléchit vraiment pour rendre moins possible, surtout sur ces arrières de maisons qui souvent sont déjà très verts avec déjà des arbres qui existent. Un arbre, quand on le plante, il met 20 ans à pousser. Donc c'est dommage de détruire tout ça et voir peut-être plutôt travailler pour en faire aussi des lieux publics. Mais bon, tout ça passe par une maîtrise du foncier ou par un durcissement des règles d'urbanisme qui fait que ces terrains n'ont pas la même valeur. Parce que ce qui nous pose aussi aujourd'hui le problème, c'est que plus on interdit de construire ailleurs, plus les terrains de nos communes prennent en valeur et plus ça attire les promoteurs immobiliers pour faire des collectifs pour avoir un meilleur rendement. Et du coup, ils font des propositions qui ne sont pas refusables par les propriétaires ou les héritiers quand ça arrive. Et vous posez, je trouve que vous avez parlé de maîtrise foncière et de règlement d'urbanisme. Je pense qu'on arrive quand même à un questionnement sur comment on encadre en fait. Parce que vous l'avez dit, vous étiez là aussi on travaille avec la SERNCO sur l'habitat de demain, et c'est venu l'expérience de M. le maire, je ne sais plus dans quel côté du hashtag, pareil, qui donnait exactement cet exemple. Derrière, donc, on a imaginé un îlot de maisons individuelles qui peuvent être accolées, et au fond, on y rachète des bouts de parcelles, et on construit un gros machin là, côté. Bon. Le problème, c'est le fait que c'est opportuniste, et qu'on gratte partout où on peut gratter, et que ça va devenir un truc un peu chaotique. Mais donc pour avoir une pensée un peu plus opérante, plus harmonieuse, pour justement garder cette masse végétale, cette fraîcheur, il faut penser tout l'îlot à minima, voire un secteur, un groupe d'îlots. Et là, parfois, j'ai peur que les plans d'urbanisme, voilà, ils soient à la parcelle, c'est un petit peu restrictif à chaque fois. Mais c'est pour ça que je trouve ça important ces projets, parce que ça permet justement peut-être de mettre des lignes, des principes qu'on peut-être décliner avec d'autres choses. Mais voilà, c'est trouver cette... La planification, c'est une étape, mais effectivement, dans l'aspect opérationnel, on insiste toujours sur le fait que c'est important, lorsque c'est possible, de s'adjoindre les services de personnes dans ces métiers, des concepteurs, architectes, urbanistes, paysagistes, voilà, pour se faire accompagner, ne serait-ce en termes de conseils, alors non pas forcément nous aussi, des concepteurs privés qui peuvent vous accompagner aussi dans les démarches et trouver justement la solution adaptée et permettre de gérer finalement des éléments qui peuvent paraître contradictoires mais qui peuvent aussi faire projet et apporter un plus et du coup un cadre de vie. C'est vraiment un enjeu d'anticipation. C'est ça, au lieu d'être dans la réaction à la promotion, à l'opportunité foncière, c'est prévenir autant que possible d'une manière peut-être plus souple qu'un PLU. Voilà, c'est ce que j'imagine, moi, de pratique, de manière complémentaire. Entre la maîtrise pure et... On va prendre une dernière question. Est-ce que dans les projets, les communes vous donnent un objectif de population? Ou est-ce qu'il y en a un, il y a un objectif d'augmentation de la population actuellement dans cette zone ici, en se disant il faut vraiment se prévoir cela, ou est-ce qu'au contraire vous voudrez être stable? En fait, ça dépend des communes. On a parlé de Maslow, celle a très bien parlé de l'enjeu qui est intercommunal, qui ouvre sur toute la commune. Pour revitaliser le Villers, c'est
Villers, son centre-ville, perd des habitants, c'est grand. Je ne mets pas ce mot quand j'ai employé, c'était le cas. Ils perdent des habitants. Donc leur but c'est au minimum de se stabiliser. Et donc c'est pas pareil que, je sais pas moi, Design probablement, on en gagne certainement, je ne connais pas les chiffres. Donc on s'adapte en fait, mais ça c'est pas forcément. Enfin, après il y a entre les chiffres, nous on va surtout regarder les chiffres, justifier, évaluer sur des choses de lycée, des prospectives d'évolution de la population. Et après bon, il y a les intentions politiques de la ville, est-ce que bon, il y en a très peu qui acceptent de réduire, mais qui voient ça comme quelque chose de positif, mais un minimum stabilisé, voire croître dans quelle mesure. Et c'est trouver cet équilibre entre les deux. On nous donne rarement d'objectifs chiffrés. Voilà, on en parle, c'est vrai, beaucoup quand on accompagne une commune et son PLU, parce que là, c'est vrai que c'est un peu au début de la réflexion, on se pose cette question-là. Dans les projets d'aménagement, c'est induit parce qu'on travaille sur le cadre de vie, donc sur l'attractivité. Donc l'idée, c'est de proposer aux habitants existants déjà un cadre de vie amélioré pour les habitants qui sont déjà là, mais peut-être aussi de jouer sur une certaine forme d'attractivité d'autres d'habitants et de visiteurs. Juste pour compléter justement, les objectifs chiffrés s'expriment plutôt dans d'autres types de documents. Vous allez trouver des objectifs chiffrés dans le SCOT, donc à des échelles intercommunales, voire plusieurs intercommunalités, mais vous allez aussi les retrouver dans certaines agglomérations qui ont des programmes locaux de l'habitat. S'il y a un programme local de l'habitat, il y a des surfaces identifiées, enfin des surfaces, et puis un objectif, alors c'est pas une obligation, mais des objectifs en matière de construction, en matière du coup qui se décline en termes de ménage, de nouveaux ménages. À des îlots aussi petits, sur des îlots aussi petits, j'allais dire que ça se fait effectivement dans le cadre de la discussion. C'est-à-dire qu'on peut avoir un objectif communal à une échelle communale, et puis après on l'agence en fonction justement du projet. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Je vous propose la possibilité de continuer d'en discuter de manière informelle autour d'un petit pot. Je vous remercie de votre participation. Et à bientôt.